Mon handicap, c'est une formidable force pour moi de savoir qui je suis. Pour impacter autrui, il faut d'abord être capable de s'impacter soi-même. Donc je veux croire aussi que nous choisissons aussi notre vie. Nous ne subissons rien en fait. Je suis d'accord. On choisit tout. Donc ce qui signifie aussi que tel que je suis, je l'ai choisi. Tout ce que je désire me désire encore plus. Okay. L'art de l'ikigai, c'est le fait de transformer en or ce que certains peuvent voir comme des limitations ou des faiblesses. Par exemple, j'ai vécu dehors. Très difficile, j'ai été agressée sexuellement. Tu vois, j'ai vraiment vécu des moments très très difficiles dans ma vie. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Lève-toi et brille. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Madame Keren Bag. Hello Virginie, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Merci de me recevoir, je suis grave contente. Moi aussi, je suis trop contente et je suis vraiment ravie que tu sois là. Plaisir partagé, un honneur. Alors là... mais oui, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va discuter, on va échanger. Ça sera toujours en mode chill, enfin, toujours le mood de Lève-toi et brille. C'est vraiment d'encourager, de donner des tips aux personnes qui nous suivent et qui ont besoin d'avoir une autre lumière dans leur vie, dans leur petite vie. Donc voilà, et je pense que tu es cette lumière-là pour ce thème-là qui est l'art de la résilience. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter, Keren, Bien sûr. Qui tu es? Eh bien, je m'appelle Keren, je suis ancienne athlète handisport, je suis praticienne certifiée en PNL, je suis auteure et également conférencière. J'interviens sur des thématiques telles que le dépassement de soi, la confiance en soi, et mon thème de prédilection, c'est l'histoire un peu de ma vie, c'est la résilience. Et j'ai transformé les défis liés à mon handicap en une force inébranlable, et aujourd'hui, je m'engage du moins à partager les outils qui m'ont aidée et qui m'aident encore au quotidien pour inspirer et accompagner ceux qui traversent des difficultés similaires. Top. Est-ce que tu as dit que tu étais handisport? Oui, je suis ancienne athlète handisport, tout à fait. Voilà. Ça, c'est... quand je t'ai rencontrée, en fait, quand on te voit, on sent que ton deuxième nom, c'est résilience. Oui, ouais, franchement. C'est l'histoire de ma vie, la résilience. Parce que j'ai dû faire preuve de résilience à chaque moment de ma vie. J'ai dû me réinventer pour me découvrir, pour aller vraiment à l'intérieur de moi et savoir qui j'étais et ce que j'avais envie de partager à autrui. D'accord, ok. On parle beaucoup de résilience. Franchement, c'est devenu un mot banal, tu vois. Ouais, on parle de résilience, mais en vrai, si tu pouvais définir la résilience, tu le définirais comment? Bien, moi, quand j'entends le mot résilience, je pense à l'art de l'ikigai. Okay. L'art de l'ikigai, c'est le fait de transformer en or ce que certains peuvent voir comme des limitations ou des faiblesses. D'accord. Et justement, moi, mon handicap, je l'ai transformé pour qu'il m'apporte et pour qu'il m'accompagne bien au-delà, que ce ne soit pas une limitation, mais que c'est une formidable occasion pour moi de découvrir quelle femme je suis réellement. Et on parle de ton handicap, si tu peux un peu plus en parler, si ça nous dérange pas. Oui, bien sûr. Mais c'est la résilience, tu l'as travaillée pendant ton handicap, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé et que t'es pas né avec cet handicap-là. De toute façon, tu nous en parleras un peu plus. Mais c'est quelque chose que tu as développé ou c'est quelque chose que... c'est inné, la résilience, en vrai? Alors, j'ai une maladie héréditaire, donc je suis née avec cet handicap. Okay. Simplement, il a évolué avec le temps. La résilience, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que je travaille toujours. C'est un travail au quotidien, la résilience. Se déplacer, c'est faire preuve de résilience pour moi. Être avec ma chienne, c'est faire preuve de résilience. Être là devant vous, c'est faire preuve de résilience. Donc, c'est quelque chose que je travaille toujours. Mais comme je l'ai travaillé, je dirais que maintenant, c'est un art pour moi. J'ai peut-être un peu moins d'efforts à faire. Mais la résilience, c'est quelque chose, c'est une qualité, je veux croire, qu'on est toujours amené à travailler dans chaque moment de sa vie. Parce que dans chaque moment de sa vie, on est challengé.
Ça, c'est sûr. Moi, par exemple, j'adore le sport et le sport occupe une place très importante dans ma vie. Mais faire du sport au quotidien, c'est faire preuve de résilience. D'ailleurs, je vais vous le partager, je me suis challengée. Je me suis inscrite au marathon de Paris. Oui. J'ai jamais couru le marathon de Paris. Je n'ai jamais. Moi, le plus que j'ai fait, c'est des 20 bornes et des 25 bornes, des semi-marathons. Je suis jamais allée au-delà des 26-27 kilomètres. Et là, je me suis dit, j'ai toujours voulu courir le marathon de Paris. Je me suis dit, je vais faire le marathon de Paris. Et donc, chaque semaine, je dois faire, mon mari m'a fait un programme, je dois courir entre 40 et 50 kilomètres par jour. D'accord. Et donc, hier matin, j'ai fait preuve de résilience. Je me suis levée et j'ai couru mes 30 bornes. Et là aussi, c'est faire preuve de résilience. Ça veut dire que même quand ça fait mal, même quand on a des doutes, même quand on n'a pas envie, eh bien, on s'astreint à faire ce qui fait mal. Parce qu'en faisant ce qui est douloureux, on arrive à un plein épanouissement de soi-même. Et pour moi, c'est ça la résilience. Ok, je comprends. C'est accepter de faire ce qui n'est pas facile au début parce que derrière, il y a quelque chose de plus grand, de plus important. Et le plus important pour moi, c'est le bien-être. À ça. Et tu sais, quand je t'entends parler, j'entends résilience, mais j'entends beaucoup de discipline parce que franchement, je pense qu'on ne peut même pas dissocier la résilience et la discipline, ou peut-être que la discipline fait partie de la résilience, tu vois. Non. Je pense qu'on ne peut pas les dissocier. Parce que la résilience amène à la discipline. Exactement. Si j'ai un chrono dans ma tête que j'aimerais faire. Si je veux faire ce temps, il faut que je me discipline. Il faut que je fasse mes 50 kilomètres par semaine. Oui. La résilience fait intrinsèquement partie de la discipline. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. J'ai voulu... c'est un petit témoignage, etc. Mais j'ai voulu vraiment qu'on parle de la résilience parce que pour moi, je crois que dans la vie, c'est un des aspects les plus compliqués de l'être humain. Être résilient, tu vois. Lâcher prise. Comprendre que tu n'es pas au contrôle de ta vie. En fait, c'est d'autres choses qui sont au contrôle de ta vie. C'est l'univers, c'est Dieu, c'est tout, c'est Bouddha. Il y a plein de choses, tu vois. Et c'est tellement facile de dire, ouais, c'est bon, je lâche prise, mais sur le fait, c'est tellement dur. Tu vois, en fait, c'est comme si tu devais aller au-dedans de toi, travailler quelque chose, tu vois, au-dedans de toi, pour pouvoir sortir cette chose-là. C'est complètement ça. Je vais te raconter une histoire. Pendant 12 ans, avec mon mari, on a couru après un projet de parentalité. On a voulu être parents. 12 ans, c'est long. Hein. Alors, je suis passée par les pleurs, l'incompréhension, la jalousie, la colère. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir un enfant. Ma maladie fait que je ne peux pas porter d'enfant. Donc, on a essayé par toutes les traverses. Voilà. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir un enfant. C'est difficile pour nous, étant d'origine africaine. La parentalité, le fait de porter un enfant, c'est un héritage aussi culturel. Et je ne lâchais pas prise, hein. Je tenais bon, je tenais, je défiais même Jéhovah, Dieu. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ce que je désirais depuis longtemps, je l'avais déjà. J'étais déjà marraine par alliance. Donc, j'avais déjà mes enfants. Pas comme je l'aurais souhaité, mais comme c'était bon pour moi à cet instant. Exactement. Et véritablement... Quand j'ai lâché prise, quand j'ai dit à Dieu, mais en fait, merci, je te remercie. Parce que ce que je veux, là, au plus profond de moi, je l'ai déjà. Je ne voyais pas ça comme ça, mais je l'avais déjà. On ne se rend même pas compte, en fait. J'ai lâché prise. Physiquement parlant, j'ai senti que j'étais pleine de gratitude. Vraiment, hein? Eh bien, 1 mois après, ma fille est venue. Sérieux? Oui. Donc, lâcher prise, faire preuve de résilience, c'est accepter que ce qu'on souhaite ne vient pas comme on l'a souhaité ou comme on le souhaite, mais vient comme quelque chose qui est bon pour nous. Alors, ça peut évoluer avec le temps, mais il faut apprendre à regarder ce qu'on a. Parce que souvent, ce qu'on n'a pas, on l'a déjà. Mais on n'est pas prêt à le voir. Parce qu'on est humain et que nous, on est assez cartésien et qu'on veut les choses comme on le souhaite. Mais en fait, c'est pas ça, être résilient. C'est accepter que les choses soient différentes, mais qu'elles le soient. Et moi, véritablement, 1 mois après, ma fille, elle est arrivée.
C'est un miracle. Hein. Ouais, mais c'est fou. Tu dis, t'as attendu 12 ans, mais juste parce que t'as décidé quelque chose à ce moment-là, c'est comme si que les 12 bloqué. ans... Mais parce que j'avais pas compris. Parce que je n'avais pas compris. J'étais ancrée sur quelque chose que je souhaitais et qu'il fallait qu'il arrive de cette manière. Mais c'est pas ça, la résilience. La résilience, c'est accepter que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Je disais en préambule que mon handicap, pour moi, je peux comprendre que les gens ne le vivent pas parce que chacun évolue avec son temps et que personne n'est en retard. Mon handicap, c'est une formidable force pour moi de savoir qui je suis. Wow. D'être allé au bout de moi-même. De savoir ce que je souhaite dans la vie, ce que je souhaite partager à autrui. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me disais, mais finalement, ma vie est banale. Je n'ai rien à partager. Alors, j'ai commencé à parler du handicap pour sensibiliser les gens. Parce que souvent, ma plus grande peur pour moi, c'était que je n'arrive pas à prendre soin de moi. Je suis une femme, je suis féminine, j'aime cultiver ma féminité. C'est une part de ma personnalité, c'est important pour moi. Et mon mari m'a dit, mais non, mais Keren, mais pas du tout, mais tu vas te débrouiller, très bien. C'était une de mes peurs pour moi. Parce qu'on assimile, excuse-moi de te couper, Keren, mais on assimile souvent le handicap avec quelque chose de super négligent, en fait. On est d'accord. Or que pas du tout. On est d'accord. J'ai travaillé très longtemps avec des personnes en situation de handicap, etc. Et ce qu'on mettait en avant, c'est les temps de bien-être ou d'activité bien-être, d'activité maquillage, etc. On parce est d'accord. qu'en fait, ça reflète. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas humain, qu'on n'a pas de sentiments. Exactement. Enfin, on a des désirs. Oui. En fait, les personnes ont des désirs, en fait, et on doit respecter ce désir-là, en fait. Comme tout un chacun, on a des désirs intimes, on a des désirs de féminité, comme tout un chacun. Et c'est vrai qu'on assimile le handicap à quelqu'un qui ne prend pas soin d'elle. Parfois, certaines personnes qui ne prend pas soin d'elle ou qui n'a pas de désir, mais c'est totalement faux. Exactement. Et moi, j'avais cette peur au début de plus être féminine. Mon mari m'a dit, mais non, mais tu vas gérer, Keren. Et donc, j'ai commencé à sensibiliser les personnes sur le regard qu'on a sur soi. Parce que le regard qu'on a sur soi, sur l'autre, c'est véritablement le regard qu'on a sur soi. C'est comment nous, on se regarde. Parce que si moi, je me regarde avec bienveillance et avec amour... Les autres vont te regarder. Les autres vont me regarder de la même façon parce que je vais vibrer de cette énergie-là. Exactement là. C'est exactement et ça. Une fois que j'ai un peu fait le tour du handicap, je me suis dit... Mais en fait, je ne suis pas que ça. J'ai aussi envie de parler d'autres choses. Et je suis arrivée au développement personnel. Et j'ai tellement appris sur moi. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas que ça. J'ai aussi envie d'autres choses. Et j'ai commencé à partager des thèmes qui me sont très chers. La résilience, la confiance en soi, l'amour de soi. Ouais, l'amour de soi, c'est extrêmement important. Moi, je suis une femme qui m'aime. Et quand je le dis, je m'aime avec mes... ça peut faire prétentieux. D'autres diront, ça fait grave prétentieux. Mais j'assume. Ouais. J'assume de le dire parce qu'il faut aussi une part d'orgueil personnel. Hein. Faut pas se mentir, on a tous une part d'orgueil. On va pas se dire, mais non, mais moi, je m'aime. Je le dis haut et fort. J'aime la personne que je suis. J'aime l'âme que je suis. Tu as travaillé sur cette J'ai travaillé, bien sûr, sur moi. J'ai travaillé par des affirmations positives. J'ai travaillé par des défis, par des challenges. Je travaille dessus quand je me lance le challenge de courir le marathon de Paris. 42 km 500, c'est pas rien quand même. Moi, perso, je peux pas faire. Moi, perso, je peux pas faire. Déjà, aller à la salle, c'est compliqué. Je me dis qu'à un moment donné, je vais être un petit peu dans le dur. Oui. Mais ce que je fais, moi, quand je suis dans le dur, c'est que je me parle à moi-même. Ouais. Je me dis, vas-y, Keren, t'as réglé ce dossier? Ouais, mais tu vois, tu pourrais penser à ça comme ça différemment. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça comme ça différemment. Et je me dis, voilà, allez, regarde, tu t'es lancé, tu vas le finir quand même. Attends, tu vas pas t'arrêter en bon chemin quand même, tu vas le finir. Et je me challenge. Mais oui, c'est une conversation que j'ai avec moi. Je veux croire que l'amour de soi passe par une conversation intime qu'on a d'abord avec soi. Parce que pour impacter autrui, il faut d'abord être capable de s'impacter soi-même. Parce que sinon, c'est facile de se dire « lève-toi et brille » comme selon ton podcast. Mais en fait, je veux croire que c'est pas nous c'est pas moi qui me dis « Keren, tu brilles ».
C'est l'impact que j'ai sur autrui par rapport à mon expérience de vie, qui fait que l'autre peut se dire, mais en fait, je suis capable. Pour moi, c'est ça, briller. Se dire, mais en fait, j'ai coché telle case. Et se dire, ok, j'ai traversé des difficultés. Les gens souvent peuvent croire en me voyant que j'ai pas traversé des difficultés. J'ai vécu des moments très, très difficiles dans ma vie. J'allais justement te poser cette question. Si tu as déjà t'as déjà vécu une expérience qui a vraiment chamboulé. C'est cette expérience-là qui a fait que, hormis les 12 ans, tu vois, avec ton mari, qui a dit, mais ok, là, c'est plus possible, en fait. Oui. C'est plus possible. Oui, j'en ai vécu deux. J'en ai vécu une, mais à 2 moments différents. Je n'avais pas compris pourquoi j'étais ici. Je n'avais pas compris qu'est-ce que je devais partager à autrui. Parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, ma vie, elle est banale, quoi. Enfin, pour moi, parce que je la vis. Je ne vois pas l'extraordinaire là-dedans, quoi. Dire que moi, je fais les choses parce qu'il faut que je les fasse. Et je ne voyais pas ce que je pouvais partager de merveilleux, en tout cas, à autrui. Et ça a d'abord commencé par mon énucléation. L'énucléation, c'est le retrait d'un œil. Okay. Et là, là, je suis tombée... j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. Vraiment, j'ai perdu plus de 10 kilos. Bon, déjà que je ne suis pas très épaisse. Vraiment, je ne mangeais plus. Ouais. En fait, ma maladie avait tellement évolué que je m'étais dit... mon œil était devenu blanc, purulent. Vraiment, je souffrais. Ouais. Et je me suis dit, l'énucléation va me soulager. Tout au contraire. Après l'énucléation, j'ai connu ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Et j'ai touché le fond, je ne mangeais plus, je ne me lavais plus. Ok. C'est mon mari qui me lavait. Mon mari, je précise, est en fauteuil roulant. C'est mon mari qui me lavait, qui me donnait à manger. J'avais tellement mal, que je me levais plus, il me disait, Keren, fais un effort, s'il te plaît, lève-toi. Et quand tu parles de mal, c'est mal intérieur? Ah, mais mal intérieur, et puis mal physique. Okay. Le fait de te retirer un œil, c'est une douleur atroce. J'ai vécu un peu plus d'un mois et demi avec un œil cousu. Une infirmière qui venait me faire les soins a tellement eu peur qu'elle m'a fait sauter les fils. Donc j'ai dû repartir en salle d'opération. Il m'a recousu l'œil. Enfin, vraiment, c'était... Même quand j'en parle, tu vois, je sens encore cette douleur-là. C'était terrible. Terrible. Et puis la perte d'un œil aussi. C'est aussi un deuil qu'il faut faire. Et moi, j'avais switché cette partie-là, mais en fait, j'ai dû aussi accepter que j'avais plus mon œil. J'ai dû faire le deuil de mon œil. Ça a été pour moi un moment très, très difficile. Ça a bien duré 6 mois. Okay. Très, très, très difficile. Très, très difficile. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, en fait. Oui. En fait, voir, c'est une chance. Oui. Manger, c'est une chance. Oui. Vivre, c'est une chance, en fait. Et c'est quand tu regardes les témoignages comme le tien, et c'est pour ça que je trouve que ton témoignage est impactant, même si tu trouves qu'elle est banale, ta vie. Mais en fait, on se rend compte que non, en fait, il y a des choses plus graves dans la vie, en fait. Mais tu sais, être comme je suis là, c'est une incroyable chance aussi. C'est vrai, hein? Je vais t'expliquer pourquoi après. Le deuxième épisode qui a marqué, qui a fait que je suis vraiment la femme que je suis aujourd'hui et que je m'assume en partageant mon histoire, c'est l'e-drop. L'e-drop. Il y a eu 4 ans, si je ne dis pas d'erreur, parce que j'ai souvent un peu de mal avec la temporalité. Je me suis réveillée un matin, j'avais terriblement mal à l'œil qui me restait. Et moi, je pensais que c'était encore mes douleurs, la chaleur, etc. Et bon, 3-4 jours avant, j'avais déjà mal. Mais bon, moi, je suis un peu dure à la douleur. Hein. Je peux supporter... J'arrive facilement à supporter la douleur. Et là, j'ai dit à Steve, non, la douleur, elle est trop on va à l'hôpital en urgence. Et l'œil me faisait atrocement mal. Je n'avais jamais connu cette douleur. Je pensais que la douleur de l'énucléation, c'était le pire que ce que je pouvais vivre. Et là, j'ai connu une autre forme de douleur. J'arrive à l'hôpital, le médecin me regarde et il me dit, depuis combien de temps êtes-vous comme ça? Je dis, ça fait une semaine, quoi. Il me dit, mais ça va pas, non? Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, votre œil s'est ouvert. En fait, ma maladie a percé mon œil. Wow. C'est comme si tu t'ouvrais le genou, mais moi, c'est à l'œil. Il m'a dit, demain matin, opération en urgence pour vous sauver l'œil.
Donc, j'ai été opérée en urgence. On m'a recousu l'œil. Ok. Et ça a été le jour de ma renaissance. Parce que je me vois encore. Le lendemain matin, il y avait un infirmier qui était là. J'étais en train de le coacher, quoi. Et puis, à un moment, je me dis, attends, Keren, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là où tu vas aller t'opérer, t'as mal. tu as le temps d'aller coacher un infirmier. Parce non, qu'il me parlait, on est arrivé à un moment, on me disait, oui, voilà, moi j'ai envie d'arrêter parce que ça ne me convient plus, quoi. Et moi, je suis en train de lui dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? PNL, en fait. Et là, le médecin, il dit, mais attendez, madame, laissez-nous l'infirmier. Concentrez-vous sur vous. Déjà, on n'a pas beaucoup de personnel soignant, donc si vous pouvez nous... Et moi, j'étais là à lui dire, mais vas-y, mais fais ce que tu veux, mais fais ce qui te fait vibrer. Et j'ai fait quelques pas de recul intérieurement. Je me suis dit, c'est ça ma mission. C'est ça l'ikigai, du coup. C'est ça l'ikigai. Et c'est pour ça que je dis que cette opération m'a ouvert les yeux sur moi, sur ce que je devais partager. Tu vois, en passant par une épreuve très difficile, j'ai appris ce que j'étais venue faire ici. Oui, exactement. Ta mission de vie. J'ai appris ma mission de vie. Dans le dur, hein, mais j'ai appris. Et lorsque ça m'a éclaté aux yeux, j'ai plus jamais reculé. Parce que partager, tu vois, ça me fait vibrer. Partager, je veux dire aux autres que, ok, c'est difficile, c'est vrai, mais c'est incroyablement exaltant, excitant. Tu vois, certains pourraient croire que, je l'ai précisé tout à l'heure, mon mari est handicapé. Mais j'ai un mari formidable, quoi. J'ai un mari qui est indéniablement debout. Certains le voient comme parce qu'il est assis, mais mon mari est profondément debout. C'est un homme avec des valeurs. C'est un homme qui s'est battu pour son pays. C'est un homme que je respecte. Je n'ai jamais vu le handicap de mon mari et lui non plus. Quand on fait nos courses, par exemple, il tend le bras, je prends le produit. Ce qu'il ne peut pas faire avec ses jambes, je le fais. Je cours pour lui et il voit pour moi. Waouh, c'est beau. Et je n'ai jamais vu le fauteuil. Parce que dans notre vie de tous les jours, on est comme toi, en fait. Ce que les gens peuvent voir pour des limitations sont leurs propres limitations. Exactement. Parce que personnellement, moi, je n'en ai pas. Parce que j'arrive à transformer mon handicap, comme je dis enfant, j'arrive à faire les choses différemment que les autres. Alors oui, je suis équipée, oui, j'utilise beaucoup d'appareils, de matériel. Tu sais, j'ai grandi avec mon père Mon père a été pour moi la pierre angulaire de mon éducation. C'est mon père qui m'a fait, en fait. Hein, c'est vrai. C'est mon père qui m'a fait. Mon père, je vais pas t'en parler parce que j'en parle dans mon livre, L'art de la résilience, qui arrive bientôt. Mon père a eu une histoire de vie qui est profondément marquante. C'est pour moi un modèle de détermination, un modèle de réussite, un modèle de foi, un modèle d'ouverture et de bienveillance envers autrui. Mon père parlait à quelqu'un qui pouvait être haut placé, il s'adressait de la même manière à un enfant. J'ai appris beaucoup avec mon père. On avait une voiture au Gabon. Oui. On ne prenait jamais la voiture. On marchait à pied. Hey, je sais pas comment tu faisais. Moi, je suis allée au Gabon. Moi, je peux pas prendre je peux pas. Je te dis qu'on marchait à pied. Tu connais Libreville? Oui, un peu. Eh ben, moi, j'habitais à Battery 4. Ok. Tu vois? Et on faisait Battery 4 Rio. Ok. Et mon père disait... En transport? À pied. Non. À pied. Ah ouais? À pied. Et les gens s'arrêtaient, ils disaient, mais monsieur et femme, mais venez, on vous dépose. Mais non, on va à côté. Mais on n'allait jamais à côté des... Un jour, on a fait Battery 4 au Vendo, aller-retour à pied. Ah ouais? Et je te parle de ça, j'avais 5-6 ans. D'accord. Et ça a été comme ça jusqu'à mes 14 ans. C'est une forme de valeur qu'il a essayé de t'inculquer un peu. Totalement, que je n'avais pas compris au début, sur le coup. Parce que quand les chaudes chaleurs sont là à midi et quand tu marches à Libreville, que le soleil tape bien, mais lui, toujours apprêté, costume, mallette,
Il marchait, on suivait. On suivait derrière. Et j'adorais ça parce que c'était des discussions silencieuses avec lui. Et c'est ce que je retrouve dans la course à pied. Il m'a appris par la marche la détermination. Il m'a appris à ce que mon corps me donne ce que je lui demande. Il m'a appris à forger mon esprit. Waouh. Effectivement. Mais tu sais, c'est ce que je vois. Enfin, pour ceux qui iront taper Keren sur les réseaux sociaux, elle est très active sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce que je vois, c'est tu travailles beaucoup ton intérieur avec des paroles. Oui. Je sais pas comment tu les définis, tu vas mieux nous expliquer, mais j'ai vraiment l'impression que ça a un impact sur ton système de pensée et ton énergie. Bah, totalement. Moi, le matin, quand je me regarde, même si je me vois pas, je me dis, Keren, franchement, t'assures. Ouais. Ah, mais grave, t'assures. Mais bien sûr, je forge mon état d'esprit. Il est indispensable de forger son état d'esprit. Je le forge. Et par des paroles qui me poussent en avant, par des paroles bienveillantes, j'arrive à faire de chaque jour une réussite. Alors, parfois, ça l'est pas, mais pour moi, l'une des choses que ça m'a apporté, tu vois, la gratitude est un muscle qu'il faut forger. Chaque jour, je note 5 choses qui m'ont fait plaisir. Je te l'ai partagé. Je suis avec toi aujourd'hui. J'ai un véhicule qui m'a amené d'un point A à un point B. J'ai ma chienne qui m'accompagne. Ouais. J'ai un mari aimant. J'ai pu changer la couche de ma fille. Ça paraît des choses minimes, hein. Mais le fait de se rendre compte de ce qu'on possède et de le verbaliser t'amène des bénédictions. Wow. Donc chaque jour, je me répète, oui, des affirmations positives. Je suis plus grande que mon environnement. Tout ce que je désire me désire encore plus. Mes émotions sont mes alliés. C'est des affirmations comme ça que je me répète. Et ça t'aide dans la construction de ta résilience ou c'est quelque chose d'autre que tu mets à part Ah non, ça m'aide complètement. Ça fait partie de ma routine, de ma routine quotidienne. Moi, j'ai vraiment un problème avec le lâcher prise. Comment te dire? Lâcher prise, je disais dans une vidéo, lâcher prise, c'est comme si tu te jetais en haut d'une montagne, tu vois. Et qu'en bas, bah, y a l'océan et soit tu te noies ou soit tu nages, tu vois. Mais entre l'océan et entre le sommet et l'océan, il y a un vide, en fait. Oui, c'est vrai. Et ce vide-là, moi qui aime contrôler les choses, c'est super compliqué, tu vois. En fait, je voudrais te partager que plus tu vas vouloir contrôler les choses, moins tu vas y arriver. Parce qu'en fait, on est au contrôle de rien. Exactement. Et je te disais tout à l'heure, on a eu une épreuve de 12 ans avec mon mari. Et c'est quand j'ai lâché prise que c'est arrivé, que les choses arrivent. Parce que tu reconnais que c'est pas en tes mains, quoi. Ouais, et tu acceptes. Tu acceptes la situation. C'est totalement sauter dans le vide. Mais totalement. Mais qu'est-ce que tu risques? Je veux croire que chaque épreuve auquel nous devons faire face dans notre vie est là pour nous apprendre quelque chose, tu vois. Moi, de chaque épreuve de ma vie, j'ai appris. J'ai appris de l'énucléation, j'ai appris de l'hydrope, j'ai appris avec ce qui m'est arrivé aussi bien avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'événements traumatiques qui me sont arrivés, j'ai appris. Et quand j'ai décidé de lâcher prise, eh bien, j'ai compris la leçon qu'il y avait derrière. Parce qu'il y a toujours une leçon derrière. Rien n'est fait contre nous. Tout est toujours fait pour nous. Et quand je dis ça, j'en suis totalement consciente. Hein. Je suis consciente donc que la Keren que je suis, tout ce que j'ai est fait pour moi. Et rien n'a été fait contre moi. Même porteuse de handicap, rien n'a jamais été fait contre moi. C'était pour que j'apprenne quelque chose. D'accord. Et tu sais, pour moi, la spiritualité a une part très importante dans ma vie. Je pense que tu l'entends dans ce que je partage. Et donc, je veux croire aussi que nous choisissons aussi notre vie. Nous ne subissons rien, en fait. Je suis d'accord. On choisit tout. Donc, ce qui signifie aussi que tel que je suis, je l'ai choisi. Oui. Et j'assume. J'ai eu un grand-père qui était non-voyant, un homme formidable. Antillais de la Guadeloupe. Et Papy Sialek m'a appris tellement de choses. C'est un homme
qui faisaient tout. Et tous les week-ends, avec ma grand-mère, ils allaient danser. Ça fait partie de la routine, quoi, du couple. Ok. Tu vois l'exemple qu'ils m'ont montré? Donc, je ne peux pas me plaindre. Parce que j'ai été à bonne école. Pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Oui. Je n'ai pas le droit de me plaindre, d'autant plus que je suis en vie. Je dis souvent aux gens, il y a des gens qui sont partis durant le Covid. Hein. Moi, grâce à Dieu, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu une maman très chère à mon cœur. Moi, grâce à Dieu, je suis encore là. Donc, je ne peux pas... Je crois qu'il faut chérir la vie, le sang qui coule en nous. La vie qui coule en nous. Il faut la chérir. C'est une grâce, c'est un don d'être en vie. Je suis d'accord. Et il faut essayer de l'amener de la meilleure manière possible. Il faut essayer d'honorer la vie. Parce que nous qui sommes là, on est là pour honorer la vie. En l'honneur de ceux qui sont partis, de ceux qui nous regardent. Moi, tu sais, quand j'ai une difficulté, je parle avec papa, avec mon père. Je le sens encore, physiquement, hein, je le dis. Hein, Oui. je le sens encore à mes côtés. Il y a plein de fois où j'aurais pu... Papa disait, quand j'étais petite, il me disait, Keren, ne suis pas les lumières de la ville. Parce que tu verras que ça brille, mais plus tu vas te rapprocher, plus tu verras que ça brille pas du tout, quoi, en fait. Tu comprends la leçon derrière? Eh bien, plusieurs fois, j'aurais pu suivre les lumières de la ville. Parce que c'était la facilité. Et non. Je suis allée vers ce qui était douloureux sur l'instant. Mais je les aurais suivis, j'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. Accomplie, ouverte, je le crois profondément. Je suis d'accord. Donc, à chaque fois, j'ai eu deux choix. À chaque fois, j'ai eu deux choix parce qu'on a toujours le choix. Rien ne nous est imposé. C'est ça. D'autres diront que oui, ma vie a été imposée. Moi, je crois pas. Je crois que le choix, ça existe. Il faut le faire, le choix. Oui, en fait. on a toujours Sinon, le on est choix. dans un moment de latence. Et sauf que le monde n'aime pas le vide. C'est-à-dire forcément, quelque chose va être rempli de ce que toi, tu ne désires pas, en fait. Et ne pas choisir, c'est choisir. Franchement, ne pas choisir, c'est choisir. C'est choisir. Et moi, j'ai choisi à chaque fois de suivre les valeurs que m'a transmises mon père. C'est pour ça que je dis que, avec beaucoup d'émotion, mon père est quelqu'un de très, très, très important pour moi. Très important. C'est vraiment lui qui m'a donné là, cette colonne vertébrale que j'ai polie avec le temps, bien évidemment. Hein. Parce que j'aurais pu ne pas aussi l'écouter. Mais ça a été un modèle, et c'est toujours un modèle pour moi. Un modèle de résilience. Un modèle de foi, de détermination, de dépassement de soi, de valeurs humaines. Pour moi, les valeurs sont très importantes. On est dans un monde parfois où tout peut être factice, où les valeurs, parfois, pour certaines personnes, ne sont plus aussi importantes. Mais pour moi, c'est primordial, les valeurs. Pareil, pour moi, c'est la base de tout. En fait, c'est la base de ton identité. En fait. Exactement. Ça te définit, ça dit Totalement. qui tu es. Parce que avant même que tu parles, tu parles. Exactement. Avant même que tu... Déjà, ton corps parle. Déjà, ton visage corps parle. Même tes vêtements parlent. Exactement. D'ailleurs, je t'ai dit, je kiffe ta tenue, etc. Mais tu n'as rien dit. Tu vois, mais ton aura, ton aura a parlé. Et donc, du coup, j'ai capté directement. Et je t'ai dit, c'est solaire. Et en fait, c'est fou, en fait. Même ça, c'est une forme de résilience, je trouve. Oui. Tu vois ou pas? Oui, c'est une forme de résilience, tout à fait. C'est ne pas parler, c'est parler. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas choisir, c'est choisir. Parce qu'on fait tous, à un moment donné, des choix. Que tu veuilles le voir ou non, tout le monde fait un choix. À un moment donné. La vie est un choix. Et ne pas choisir, c'est choisir. Donc, autant choisir correctement. Autant choisir correctement, et puis autant se choisir, autant s'honorer aussi. Moi, j'ai à cœur d'honorer cet héritage culturel que j'ai, cet héritage familial aussi que j'ai, et j'ai à cœur de transmettre toutes ces valeurs à ma fille. Oui. Tu parles de ta fille? Oui. Moi, j'aime. Je crois que le monde de demain, il fait aussi par la jeunesse, tu vois. Et ce qui me dérange, et d'où aussi l'existence de Lève-toi et brille, c'est que je trouve que
les jeunes ont du mal à se référer à un modèle, tu vois, ou à trouver leur ikigai, leur vision, etc. Il y a pas très longtemps, je parlais avec ma jeune cousine qui a 17 ans. Moi, j'en ai 33, donc du coup, il y a un écart, tu vois. Et super intelligente, super cultivée. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et elle me dit, ah, aujourd'hui, on ne demande plus à un jeune de qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Nous, on veut de l'argent. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, mais tu n'as pas des rêves et tout? Et elle a dit, aujourd'hui, on rêve plus. La vie fait qu'on cherche ce qui va nous faire du bien, excuse-moi. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, mais tu sais, à 17 ans, j'ai voyagé pour la première fois au Congo. C'était mon rêve. Ma mère, elle a tout fait pour que je réalise mes rêves. Je suis une globe-trotteuse, j'aime trop voyager, Keren, etc. Moi aussi. Tu vois. C'était mon rêve, en fait, tu vois, d'aller voir les pays, voir les cultures différentes, expérimenter des choses, que ce soit culinairement ou traditionnellement, etc. Mais j'avais des rêves. Aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus, tu vois. Et ça m'attriste énormément parce que si tu rêves plus, comment tu peux voir grand? Parce que c'est juste l'argent qui te fait rêver. L'argent, c'est un moyen l'argent, pour moi, c'est un moyen d'eux, c'est une énergie. Ça fait du bien, je te mens pas, ça me fait du bien. Oui, mais bien évidemment qu'il en faut de l'argent. Oui. Mais c'est... D'ailleurs, tu peux te rendre compte que des gens qui ont beaucoup d'argent, certains sont malheureux, donc ça veut dire que ça ne remplit pas tout. Moi, je suis comme toi, je suis une grande rêveuse et j'adore voyager. D'ailleurs, avec mon mari, on a passé 1 mois avec les Pygmées Baka du Congo, à la frontière du Congo. Oui. Donc, vraiment, j'adore voyager. Mais... En fait, je pense que c'est aussi dû à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que parfois, on peut, surtout les réseaux sociaux aussi parfois, on peut se rendre compte que tout est lisse ou tout est achetable, quoi. Mais je crois que rêver, c'est extrêmement important. Moi, je suis quelqu'un qui rêve. Ça fait partie de tes projets de rêver. Moi, j'ai encore plein de rêves que j'ai pas réalisés. Et c'est extrêmement important de pouvoir se projeter, de pouvoir se dire, tiens, ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est la base. Et là, on parle de projection, mais c'est de la visualisation. Je sais que toi, tu visualises beaucoup ta vie, etc. Mais je me dis déjà, si un jeune ne rêve pas, ça veut dire qu'il visualise pas forcément sa vie. Tu vois. Et c'est super inquiétant. D'avoir des pensées limitantes si jeune, à 17 ans. Ça veut dire, à quel moment t'as déjà pensé que c'était que l'argent qui pouvait te rendre heureux, en fait. Tu sais, parfois, on peut aussi avoir ces pensées quand dans notre famille, parce que pour le coup, dans notre famille, on peut s'entendre dire, oui, mais l'argent, c'est le plus important. Sans t'en rendre compte, la pensée limitante de ton parent ou de X ou Y quelqu'un va devenir ta pensée limitante. Exactement. La question que moi, je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quoi. De quoi vous voulez qu'elle soit remplie, votre vie. L'argent est important, mais moi, j'aimerais remplir ma vie de partage, de rencontres, de discussions. C'est beaucoup plus riche, je trouve. De toute façon, tu ne meurs pas avec ton argent. Non. Au final, on se rend bien compte que des personnes ultra riches, milliardaires, à la fin de leur vie, souvent quand ils tombent malades, ils font des dons extraordinaires, en fait. Parce que l'humain leur manque. Exactement. Finalement, je te l'ai dit, pour moi, l'argent, c'est vraiment une énergie. On en a besoin, mais ça ne fait pas tout, quoi. Ouais. Non, ça ne fait pas tout. Je pense que rêver, c'est important. Se projeter, c'est important. Visualiser sa vie, c'est important. La visualisation. D'ailleurs, tu en penses quoi de la visualisation? Moi, ça fait partie de ma routine. La visualisation fait partie de ma routine. Tu sais, moi, je visualise souvent ce que j'ai envie de faire. Par exemple, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, une femme que j'aime beaucoup, pour moi, c'est vraiment une mentor, c'est Pascaline Kamokwe. Vraiment, cette dame, pour moi, c'est une inspiration au quotidien. Et j'ai fait l'exercice Pascaline Kamokwe. Je vais expliquer ce que c'est. En fait, j'étais dans ma chambre. J'étais là... Oui, alors, bonjour Keren. Salut Pascaline, comment vas-tu Keren, écoute, moi je vais bien, Pascaline. Écoute, Keren, dit Pascaline Kamokwe, chez moi toute seule, elle n'était pas là. Je la connaissais même pas. Vraiment, je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais rencontrée. Oui, mais franchement, Keren, ton parcours, vraiment, félicitations, etc. Est-ce que tu peux nous partager comment tu fais, ce que tu fais, vraiment élogieux ton parcours. Je parlais avec elle comme ça. J'ai visualisé. Quelques années après, je l'ai rencontrée. J'ai fait une conférence avec elle. Wow. La force de la visualisation. En fait, ce que tu vois dans ton esprit,
tu l'amènes à se réaliser ici. Tu l'amènes à l'existence, oui. Parce que tu y mets tellement d'impact, tellement d'énergie. Exactement. C'est une de mes citations que j'aime, c'est « Tout ce que je désire me désire encore plus ». Ça veut dire que la force et l'amour que j'ai mis dans le désir de rencontrer Pascaline Camocoué, ça s'est réalisé. Tout ce que je désire me désire encore plus. En fait, l'univers ne t'envoie que ce que tu désires, vraiment profondément. La vie ne t'envoie que ce que tu désires vraiment profondément. Pour en revenir à notre parcours de 12 ans, la vie nous a challengés. Elle nous a dit, mais franchement, t'es à terre là. T'es sûr que tu veux vraiment? Je vais encore t'envoyer un autre défi. Mais vraiment, t'es sûr? Et parce qu'on n'a pas lâché, on a lâché prise, évidemment, parce qu'on a désiré de plus profond, purement de notre cœur. La vie nous a récompensés. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Pour tout. Il faut avoir le cœur ardent sur ce qu'on désire et avoir assez de foi pour lâcher prise, pour que ça arrive. C'est fou, hein. Il faut la force et la douceur à côté, tu vois, pour avoir le bon équilibre. Oui. En fait, la vie, c'est l'équilibre de tout ça. La vie, on est toujours en équilibre. Tu réajustes à chaque fois, en fait. On réajuste. On réajuste à chaque fois. À chaque fois, on met un coup de pinceau, Même si on a un coup de canif, on essaye de mettre un coup de pinceau dessus. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai visualisées qui se sont réalisées. L'écriture de mon livre, par exemple, ça s'est réalisé. Vraiment. L'art de la résilience. C'est vraiment un livre où j'ai beaucoup pleuré. Ok. Parce que dans le tome 1, j'aime pas dire le tome 1 parce que c'est pas vraiment le tome 1, même si je le laissais comme ça, mais dans Au-delà des mots, je m'étais pas... Tu sais, moi, je me suis toujours un peu cachée. Parce que j'avais pas envie de montrer ma vulnérabilité. Ok. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais toujours... Alors moi, je porte des lunettes parce que je suis photophobe aussi. C'est-à-dire que je supporte pas la lumière, ça me brûle. Ok. Mais pas que ça. Au début des réseaux sociaux, quand j'ai commencé, 2019, je cachais mes yeux. Parce que parfois, j'ai les yeux qui partent en vrille. Parfois, j'ai la prothèse aussi qui peut sauter. Tu vois. Et je cachais mes yeux. C'était une manière aussi de me cacher moi-même. Hein. Totalement, j'assume. Et petit à petit, maintenant, je fais des vidéos où j'ai plus ce problème-là. Ok. Mais j'avais beaucoup de mal à dire ce par quoi j'étais passée. Parce que je voulais toujours montrer la Keren qui était forte. Je voulais pas montrer la Keren qui avait été faible. Peut-être qu'il y avait aussi le fait que tu voulais pas qu'on ait pitié de toi ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que je voulais pas montrer. Je voulais pas dévoiler mes zones noires, mes zones d'ombre. Parce que j'ai vraiment vécu des moments... Par exemple, j'ai vécu dehors. Très difficile. J'ai été agressée sexuellement. Tu vois, j'ai vraiment, vraiment vécu des moments très, très difficiles dans ma vie. Et un jour, j'étais à une conférence et je me suis mise à pleurer parce que l'émotion était tellement forte. Tu pouvais plus cacher. Je pouvais plus cacher. Ouais. Je me suis mise à pleurer. Et ce jour-là, tu vois, Pascaline m'a dit tu as bien fait. Elle m'a dit, Keren, tu ne peux pas te montrer toujours forte. Tu ne connectes pas avec les gens. Il faut accepter de montrer ta vulnérabilité. Parce que si tu veux toucher la personne, si tu veux dire à la personne, si tu savais que le chemin a été dur pour moi, tellement dur. Parce que les gens ne voient que la fin, Keren, pleine, confiante. Le chemin a été difficile. Très, très dur. Très, 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 très dur. Et elle m'a dit, il faut que tu montres aussi ta vulnérabilité pour connecter avec autrui. Et dans le livre Au-delà des mots, je me suis cachée. Je n'ai pas dit qui j'étais. J'ai parlé... La trame, si tu veux, de ce livre, c'est notre parcours vers la parentalité. Ok. Avec les moments difficiles, hein, mais je n'ai pas ouvert mon cœur. Okay. Tandis que là, dans l'art de la résilience, c'est un livre où j'ai beaucoup pleuré parce que, en fait, je dis tout. Je dis tout ce par quoi je suis passée, à quel point le chemin a été difficile, à quel point j'ai été meurtrie dans ma chair, à quel point j'ai eu honte, à quel point je me suis fait rejeter par ma famille parce que j'ai avoué l'inavouable. À quel point j'ai été
insultée, à quel point je suis allée voir une psychiatre, à quel point j'ai voulu me suicider aussi. À quel point aussi j'ai été SDF aussi. Tu vois, c'est des moments qui ont été marquants dans ma vie. Très, très difficile. Très, très difficile. Hein. Et dans ce livre-là, je partage tout ça. Je partage tout ça pour dire aux gens que, tu vois, en parlant de résilience, non seulement, je sais de quoi je parle, parce que plein de fois, je te disais, j'aurais pu suivre les lumières de la ville. Oui. Prendre la facilité, mais non. Et pour dire aux gens que la résilience, c'est un diamant que tu polis avec le temps. Que je suis telle que je suis parce que justement, je suis passée par toutes ces phases. Et je suis profondément heureuse de ne jamais m'être trahie. Tu n'es pas pervertie. De ne jamais m'être pervertie, tu vois. Je suis profondément heureuse de ne jamais m'être pervertie. Parce que du coup, on voit la vraie Keren et on sent le poids de ton histoire, tu vois. Et on peut se référer à toi. Oui. Justement, on peut se référer. Et on parlait de modèle et tout. Bah, c'est ça être un modèle, en fait, pour moi, tu vois. Un modèle de résilience, waouh. C'est ça, tu es un modèle de résilience, en fait, tu vois. Tu sais, quand tu me dis que je suis un modèle de résilience, je l'entends parce que ça vient de toi. Mais je t'assure que chaque jour, j'essaye d'être un modèle pour moi. Et je suis tellement heureuse de la femme que je suis devenue, de la mère et de l'épouse que je suis. Parce que ce qui aurait pu me détruire m'a au contraire profondément apporté, endurci et forgé. Merci Keren. On va pas pleurer ici sur le plateau. On va arriver à la fin de l'épisode, mais j'aimerais quand même que tu puisses dire un mot quand même pour ces personnes qui passent par des moments compliqués ou qui savent plus quoi faire, tu vois, qui sont à la limite même de lâcher prise, mais pas du bon côté. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Je partagerai une citation que je t'ai partagée tout à l'heure qui dit « Mes émotions sont mes alliés ». Je vous invite à vivre vos émotions, à ne pas vous cacher derrière elles. Allez vivre. S'il faut pleurer, pleurez. S'il faut crier, criez. Laissez-vous transpercer par l'émotion. Arrêtez-vous si besoin. Quelque temps. Je dis quelque temps. Mais après, levez-vous. Il y a une citation qui est pour moi un mantra de Maya Angelou qui dit « Tiens-toi droite et rends-toi compte de qui tu es. Rends-toi compte que tu domines les circonstances. » Ça, c'est vraiment mon mantra pour moi. Chaque chose qui nous arrive est là pour nous apprendre quelque chose. Rien n'est fait contre nous. Rien. Absolument rien. Tout est fait pour nous. Tout. Il n'y a rien de négatif, même si on est dans un monde de dualité. Il n'y a rien de négatif. C'est nous qui mettons sur la négativité sur quelque chose. C'est ça. Tout est fait pour nous apprendre. Et quand je dis tout, je dis tout. Tout est fait pour nous apprendre, pour nous révéler à nous-mêmes. Donc, quand j'ai dû pleurer, j'ai pleuré. Mais après, je me suis relevée. Parce que en chacun de nous brûle un feu, brûle une vie qui coule en nous. Et je crois qu'on a véritablement le devoir de la vivre profondément et entièrement. Je suis d'accord. Donc c'est ce que je dirais. Vivez. Vivez intensément. Vivez, riez. Amusez-vous. La vie est un jeu. J-E et J-E-U. La vie est un jeu. C'est nous souvent qui mettons un peu de sérieux. La vie est un jeu. Jouez. Jouez avec les armes qu'elle vous a données. Parce que vos armes sont les plus belles armes que vous ayez. Tu sais, sans toute mon histoire, j'aurais pas été la femme que je suis. J'aurais pas été l'épouse et la mère que je suis. J'aurais pas appris tellement sur moi que maintenant je peux partager à autrui. Et c'est parce que c'est mon histoire et c'est la mienne. Et chacun de nous avons nos histoires, nos challenges, nos objectifs. Que je peux te dire, viens, je comprends que c'est difficile. Mais je sais aussi que chacun de nous a la force de se relever. Est-ce qu'on le veut vraiment? Ça, c'est une autre question. Dans un prochain épisode. Ouais, il y a une phrase que ma mère spirituelle, elle dit beaucoup. Elle dit, on lutte et on gagne. Tu vois? C'est-à-dire que dans toute chose qu'on fait, on se bat, en fait. Oui. On n'a pas le choix de se battre. Oui. La vie, c'est un combat, en fait. Oui.
Mais souvent, c'est un combat avec soi-même et pas avec les autres, toujours. en fait. Toujours avec soi-même. Toujours. Tu peux choisir ton environnement. Oui. Et tu dois choisir ton environnement. Très important. Tu peux choisir les personnes avec qui tu marches. Primordial. Et c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Mais dans tout ça, c'est toi et toi, en fait. Oui. Le combat, il est intérieur. Toujours. Soit tu gagnes, ou soit tu perds. Oui, toujours. Mais je pense que, comme elle dit, on lutte et on gagne. Oui. Et si tu luttes, tu gagnes. Forcément. Forcément. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc voilà, on arrive à la fin, Keren, de l'épisode. C'était pour moi un honneur de t'avoir sur le plateau. Plaisir, honneur partagé. Je connecte beaucoup avec l'énergie des gens, je te l'ai déjà dit. Tu as une très belle énergie. Tu es une femme avec qui j'ai plaisir à partager. Tu es une belle âme. Merci. Tu es une belle âme. Donc merci infiniment pour le privilège, le plaisir de partager avec toi. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Et c'est toujours un plaisir. Merci Keren. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis très, très émue. Donc, je vais couper l'épisode avant que je puisse pleurer. Mais vraiment, exercer la résilience. Lâchons prise. Je me mets dedans aussi. Lâchons prise. Et vivons. La vie, c'est un jeu, comme Keren elle le dit. Alors que le meilleur gagne. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.